Donc bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de passer du télétravail de crise au télétravail régulier et efficient. Et une des solutions pour arriver à faire ça, c'est l'aspect de management à distance. Donc, euh, le, alors pourquoi voilà. Au global, donc je vais faire une petite présentation personnelle. Regardez les constats et les préliminaires de tout ce qui s'est passé pendant la crise. Caractériser le télétravail de crise qu'on a mis en place, le télétravail, les avantages et les contraintes, le management à distance, et puis les récaps et les questions. Donc, pour me présenter rapidement, moi je suis Jean-Philippe Nico, je suis Supélec et MBA HEC. J'ai été directeur dans plusieurs groupes internationaux, fondateur de mon activité Proactis Accompagnement et certifié sur le modèle DISC. Déjà dans les activités de groupes internationaux, j'ai travaillé sur le management à distance, notamment avec des back-office. Et en travaillant sur ce management à distance, on a eu des résultats qui étaient assez exceptionnels. Ça, c'était il y a bien une quinzaine d'années maintenant. Et c'est là qu'on a commencé à travailler et à formaliser pourquoi on avait des résultats. Et après, faire un cours de formation aux autres membres de la société sur comment on pouvait faire du management à distance. Et on s'est aperçu que les gens avaient des résultats assez variables et que ça dépendait beaucoup du manager. Donc, depuis la crise, j'ai fait plusieurs présentations sur le management. Enfin, déjà, avant la crise, j'avais fait des présentations sur le management à distance. Et pendant la crise, j'ai fait un webinaire pour la CCI de Lyon sur comment on fait pour le management à distance. Si vous voulez les liens, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous donnerai les liens sur ce webinaire. Il est sur YouTube. On commence avec les constats. Préliminaire 1, une crise est le monde de l'émergence de rupture, donc offre des opportunités. Une des opportunités, ça c'est une évidence, une des opportunités, ça va être le management à distance. Constat 1, peu d'entreprises avaient déjà implémenté le télétravail. Mais là, nous avons fait un essai en vraie grandeur et un essai très, très, très large, un essai mondial. Donc, on va avoir des résultats et on va pouvoir en tirer des conclusions. Constat 2, le télétravail a été improvisé, tout en gérant la crise. Donc, c'était un plan de continuité d'activité, mais ça n'a pas été du vrai télétravail efficient. Constat 3, les résultats du télétravail sont très variables. Dans les statistiques que j'ai en France, 72% des salariés sont contents du télétravail, mais il y a eu des gens qui étaient réellement en souffrance. Donc, il faut le prendre en compte pour éviter, dans le futur, de recréer ces souffrances. Constat 4, la possibilité de télétravailler ou pas a créé des disparités et qu'il ne faut pas laisser se développer en injustice ou en jalousie, parce que sinon, ça va être compliqué à gérer. Donc là, on est dans une période intermédiaire où on reprend les choses en main et c'est le moment idéal pour régler ces problèmes-là, pour pas que ça dérive en problématiques compliquées. Constat 5, quasiment aucune entreprise n'a formé ses managers au management à distance. Et donc ça, c'est assez dommage. Et les managers, ils découvrent qu'est-ce qu'il faut faire et ils le découvrent. Et donc, on peut les aider largement pour faire les choses de façon plus efficace. Donc, le télétravail de crise. Une crise est une période anormale qui va finir un jour. Donc là, on est en train de sortir de la crise de santé, mais on n'a pas encore sorti de la crise économique. Mais on est en train de sortir de la crise de santé, en tout cas en France. La crise est une situation inédite, incertaine et évolutive. Et donc là, ça donne un style de management qui est forcément un style de management plus directif, parce qu'en crise, on attend du manager qu'il prenne le bar et qu'il tienne la barre et qu'il nous emmène de l'autre côté de la crise. Et donc là, on a fait un management qui était forcément plus directif que la normale. Ce qui s'est passé là dans la période, c'est qu'on a fait plusieurs choses à la fois. On a à la fois découvert et implémenté les processus de télétravail en improvisant. On a géré la crise, on a découvert le management à distance et on a tenté de télétravailler.
Les objectifs qu'on avait dans la période de confinement, c'était plus de sauver les meubles que d'être vraiment efficient. Donc, quand on va se mettre sur du long terme, on ne peut pas dire on se contente de sauver les meubles. Il faut se dire on se met dans une méthodologie d'efficience pour être efficace dans le télétravail. Et c'est ça qui m'intéresse. L'aspect généralisation à grande échelle, il est particulièrement intéressant avec le retour d'expérience. Donc, on trouve des statistiques en ligne et j'en ai utilisé un certain nombre que je vais partager avec vous. Dans une crise, on a ce qu'on appelle la courbe du deuil, qui est une courbe que j'utilise souvent et que je ne sais pas si vous connaissez. Quand il arrive une rupture, un événement, dans le temps, là, il y a l'échelle du temps en bas et la confiance en soi qui est dans l'échelle haute. Quand arrive une rupture, on parcourt cette courbe de deuil, chacun la parcourt et chacun la parcourt à sa propre vitesse. Donc, on est dans une phase de déni, sidération. Typiquement, Trump qui dit non, mais c'est juste un virus de grippe, il y aura quelques morts et ça va passer tout seul. Voilà, déni. Colère et culpabilité, doute. Quand Trump dit mais c'est ces méchants Chinois qui nous ont envoyé le virus, c'est le virus chinois, etc., etc. Reproche marchandage aussi. Confusion, tristesse. Et après, on est dans les phases de reconstruction, de projection, où on remonte dans l'attitude positive. La problématique, c'est que chacun passe cette crise, cette courbe, à sa propre vitesse. Et si on parle à une personne qui est dans la phase de colère ou de déni, de construction, d'objectifs, de comment on va faire, elle n'est pas prête à vous écouter. Donc, elle descend sa courbe à sa propre vitesse et on peut l'accompagner, mais on ne peut pas la forcer à passer de l'autre côté. Et la difficulté, c'est que si on est dans une phase ici de descente et que on peut rester en bas longtemps ou on peut remonter. Donc, il y a des gens qui ont fait du télétravail, qui ont dit oh, c'est pas terrible, pas terrible, pas terrible. Et puis là, on déconfine, ils vont remonter ici. Et ils ne vont pas se mettre dans le télétravail. Et il y a des gens, les managers, souvent, ils passent assez rapidement cette courbe-là et ils sont dans la construction et ils trouvent que les autres sont dans la résistance au changement. C'est pour ça que dans la conduite du changement, on parle souvent de résistance au changement. Alors qu'en fait, c'est juste que les gens ont besoin de passer leur courbe à leur propre vitesse. Et ça, c'est important pour bien comprendre comment, dans quelle position, quelle posture sont les gens sont les équipes ou les managers par rapport aux modifications. Donc, je voudrais partager avec vous quelques résultats d'essais à grande échelle. Certains salariés ont souffert. Les mauvaises conditions de travail. Comme on a improvisé le télétravail, qu'il y avait les enfants à la maison, qu'il y avait toutes sortes de contraintes supplémentaires ajoutées par rapport au télétravail normal, il arrivait que des salariés travaillent sur leur lit, dans leur chambre, pour pouvoir être tranquille. Ça a donné des plaintes sur le mal au dos, ou alors travailler sur le table de la cuisine, ou alors travailler. Et donc ça, c'était des conditions où on a des gens qui ont travaillé et qui ont actuellement des mal au dos, des problèmes musculo-squelettiques, ce qui est quelque chose à prendre en compte. Parce que si on se met à télétravailler sur le long terme, il faudra traiter ces choses-là. La difficulté de séparer la vie professionnelle et la vie privée. Les enfants, surtout avec les enfants à la maison, qui interviennent n'importe quand et qui ne comprennent pas que papa ou maman est à la maison et pourtant, ce n'est pas les vacances pour lui. Et donc, les gens ont fait des choses. Par exemple, ils ont passé la journée avec leurs enfants et ils travaillaient le soir. Et du coup, ils n'avaient plus de limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, il y a des choses qui sont conjoncturelles et des choses qui sont personnelles. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, on a du mal à arrêter son travail pour dire maintenant, c'est plus le moment de travailler, maintenant, je suis en vie privée. Les appels des managers à tout moment, parce que les managers, ils étaient aussi avec leurs enfants et ça pouvait arriver qu'ils appellent tard le soir ou qu'ils appellent et que les gens ne soient pas synchronisés. Donc ça, c'est un problème puisque les salariés se plaignaient, donc ça c'est une enquête, les salariés se plaignaient que les managers appelaient à tout moment. Et après, le manque de relations horizontales entre collègues, la fameuse machine à café. Quand on parle entre collègues, on parle
pas forcément du boulot, mais on crée du relationnel, on crée de la coopération, on crée de l'interaction. Et après, quand on est sur une problématique de boulot, on peut se mettre à créer de la coopération parce qu'on a créé de la connivence et créé de la compréhension entre les deux. Et sans ces relations horizontales, entre collègues, ça ne fonctionne pas. Et donc, il nous manque beaucoup de choses. Et après, il y a la différence entre ceux qui ont pu télétravailler, qui ont été autorisés ou qui n'étaient pas sur les lignes de production, et ceux qui n'ont pas pu et qui ont été ressentis parfois comme des injustices ou des risques. Parce que ceux qui sont allés sur les sites au contact des autres, eh bien, ils ont senti les risques où ils disent que l'entreprise a maltraité le risque. Pourtant, 84% des salariés souhaitent augmenter leur télétravail par rapport à avant la crise. Ça, c'est une étude Malakoff-Humanis. Donc, on va avoir des questions sur le télétravail. Les DRH, il y a eu une enquête qui a été faite, 85% souhaitent développer le télétravail. 64% attendent une amélioration de la productivité. Il y en a 22% qui disent que ça risque de faire une baisse. 61% en attendent une réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Ça, c'est un aspect plan de mobilité et pollution de l'entreprise. 66% craignent une augmentation des risques psychosociaux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le prendre en compte et le traiter. 93% pensent que cela va entraîner une refonte des styles managériaux. Donc, moi, je souscris à ces concepts et c'est ça qu'on va développer maintenant. Télétravail, avantages et contraintes. Donc, le télétravail, ça marche. C'est une demande des équipes après l'essai. C'est une amélioration de la productivité. Ça peut faire une amélioration de la productivité. Ce qu'on a fait, c'est un plan de continuation de l'activité improvisé. C'est-à-dire, on n'avait pas de plan, mais on a fait une continuation de l'activité avec du télétravail. Si une nouvelle contrainte arrive sur notre société, soit du style pandémie, soit du style blocage des rues par les gilets jaunes ou par autre chose, ou par une grève ou par un blocage, soit des problèmes climatiques, quels qu'ils soient, et que maintenant qu'on a fait l'essai, on ne met pas en place un plan de continuation de l'activité, c'est qu'on est un peu masochiste. Là, on a improvisé un plan de continuation de l'activité en utilisant le télétravail. Maintenant, il faut absolument le formaliser, au moins en cas d'urgence, pour pouvoir l'utiliser. Les réductions du temps de transport, ça c'est évident, puisque les salariés travaillent depuis chez eux ou depuis proche de chez eux. Donc ce temps-là, il est disponible et pour le bien-être des salariés, et souvent, on s'aperçoit que les salariés mettent ce temps-là à disposition de l'entreprise, ou une grosse partie de ce temps-là à disposition de l'entreprise. La marque employeur, avoir une entreprise qui télétravaille, c'est quand même, maintenant que les salariés vont le demander, ça va faire partie de la marque employeur et ça sera quelque chose que les nouveaux embauchés vont accepter ou refuser en fonction de la réponse qu'on va leur faire. Le plan de mobilité, le télétravail peut être inclus dans le plan de mobilité de l'entreprise. Le plan de mobilité, c'est quelque chose qui est obligatoire si l'entreprise a plus de 50 salariés. Donc, pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et diminuer les temps perdus en mobilité, mais aussi l'empreinte carbone. Il y a une obligation légale pour chaque entreprise de faire une charte indiquant quels postes ne peuvent pas être télétravaillés et dans quelles conditions. La loi en France a inversé, c'est-à-dire que c'est à l'entreprise de dire quels postes ne peuvent pas être télétravaillés et par défaut, les salariés peuvent demander à télétravailler. Donc, il est important, vu que la charte est obligatoire depuis plusieurs années, mais que personne ne l'a traité, ce sujet-là, maintenant qu'on a lancé le télétravail et qu'on a fait du télétravail, il est évident que les salariés vont poser la question. Et les salariés vont s'intéresser à est-ce que je peux télétravailler ou pas. Et donc, il va devenir important pour les entreprises de créer cette charte qui indique quels postes peuvent télétravailler, dans quelles conditions, jusqu'à quelle limite. Et par exemple, dire que les nouveaux embauchés peuvent télétravailler ou ne peuvent pas télétravailler jusqu'à ce qu'ils aient 6 mois d'entreprise ou un an d'entreprise, etc. Que certains postes peuvent être travaillés un jour par mois, un jour par semaine, à volonté,
etc., que c'est le salarié qui décide, ou voilà, c'est dire que quand on télétravaille, eh bien, s'il y a une réunion d'équipe, ben, la présence est obligatoire quand même, et on ne peut pas télétravailler ces jours-là. Ben, tout ça, c'est des choses à penser et à mettre dans la charte. Mon conseil par rapport au télétravail, c'est de faire une enquête. C'est-à-dire que les salariés, ils ont testé et ils vont vous dire dans quelles conditions ils peuvent le faire dans des bonnes conditions et dans quelles conditions ça va être catastrophique. Donc, donnez les contraintes. Dites, voilà, nous, on veut mettre en place du télétravail, mais on ne veut pas que les gens soient absents plus de la moitié du temps, ou on ne veut pas qu'il y a des entreprises qui disent on ne veut pas que le télétravail soit systématiquement le vendredi, on ne veut pas qu'il y ait plus de temps de jours par mois, on ne veut pas que, etc. On donne des contraintes. Et après, dire, imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire pour télétravailler. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que ce n'est pas possible pour vous? Dans quelles conditions? Donnez-moi et les salariés répondent avec ben oui, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Moi, je ferais bien ça, moi, je ferais bien ça. Et vous aurez des résultats qui sont intéressants. Le problème du télétravail, avec écrit en majuscule problème. Le problème du télétravail, c'est qu'on perd le contrôle sur le temps de travail. On peut imaginer toutes sortes de pointeuses, de choses comme ça, mais c'est illusoire. Le contrat de travail horaire et le contrôle sur la présence deviennent obsolètes. Et ça, c'est quelque chose de colossal parce que c'est un changement énorme dans notre façon de voir le management. Et en fait, le temps de travail, on s'en fout. Réellement. Quand on est manager, le temps de travail, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la concentration des équipes. Donc, la motivation des équipes. Donc, quelqu'un qui est capable d'être super concentré, super motivé et super efficace pendant un certain temps et qui dépote tout son boulot et qui a besoin après de temps de récupération, de temps de repos, de temps de machine à café, etc., ben, ça marche. Quelqu'un, au contraire, qui a besoin de beaucoup de temps de travailler, beaucoup de temps en étant concentré pour avancer, ça marche aussi. Et le fait que les gens soient en télétravail, ça n'empêche pas de se faire rouler. Parce que les gens qui travaillent en contrainte horaire, qui sont le bureau à côté, c'est sûr, on peut les appeler, hop, tu viens dans mon bureau, et on peut contrôler ce qu'ils font, où c'est qu'ils en sont, etc. Mais dans mon expérience de manager, modestement, j'ai appris longtemps après que je m'étais fait rouler par une personne qui se cachait pour ne pas me rencontrer et pour ne pas avoir à répondre à mes questions de manager. Donc, il se cachait sous le bureau et du coup, je ne le trouvais pas et il n'avait pas à répondre de ce qu'il faisait comme boulot. Donc, il était en présentiel et pourtant, il me roulait. Donc, si les gens en présentiel sont capables de vous rouler, les gens en distanciel, ils sont aussi capables de vous rouler. Et donc, on ne s'occupe pas, il faut abandonner l'idée qu'on peut contrôler le temps de présence et le temps de travail, puisque de toute façon, on s'en fout. On cherche à obtenir la concentration et le temps de travail efficace. Et le temps de travail efficace, on l'obtiendra par une adhésion et une motivation et un fonctionnement où les gens ont le sens de leur boulot et les critères de leur boulot. Donc, c'est très, très important de regarder ça. En plus, quand on regarde le travail horaire, ou même le forfait tout horaire, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on dit, il faut, et on sait que c'est incompatible avec une obligation de résultat. Or, de plus en plus, le management s'intéresse à une obligation de résultat. Donc, si on passe sur une obligation de résultat, il faut accepter de ne plus s'intéresser à une obligation de moyens. Et donc, abandonner cette idée du contrôle du temps horaire. Parce qu'en plus, sinon, ça passera beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et ça n'aura aucun résultat. Donc, abandonner l'idée de contrôle sur la présence, travailler l'adhésion des équipes et former les managers au management à distance. Parce qu'obtenir l'adhésion des équipes, l'adhésion et l'engagement des équipes à distance, c'est compliqué. Donc, former les managers au management à distance, c'est une bonne chose. Et ce qui est magnifique, c'est que le management de proximité en sera amélioré. Parce que si on obtient l'adhésion des salariés et l'engagement des salariés à distance, on va aussi d'autant plus obtenir l'engagement des salariés en proximité. Et donc, on est doublement gagnant.
Donc, les concepts que je voudrais développer sur le management à distance. Donc, évidemment, il faut penser aux aspects fonctionnels. La sécurité informatique, critique, l'informatique, la sécurité informatique. Souvent, les salariés à distance n'ont pas de double écran, et ça, c'est des petites choses à penser. Comment on fait quand ils ont le PC qui tombe, qui est en panne? Comment penser au dépannage? C'est des choses assez simples, mais il faut quand même y penser. L'espace dédié, c'est le salarié. Est-ce qu'il est en bonne condition pour travailler? Est-ce qu'il a un bon débit? Est-ce qu'il est… Et surtout, s'il n'arrive pas à avoir un bon endroit pour travailler, il est important de lui trouver un espace coworking proche de chez lui. À ce moment-là, il ne fait pas de déplacement, il a peu de temps, mais ça règle beaucoup de problèmes de tout cet aspect sécurité informatique, cet aspect conditions de travail, les enfants, le bruit des enfants, etc. L'espace coworking, c'est une solution qui est très prometteuse pour le télétravail. Ça coûte un tout petit peu, mais c'est une très bonne solution. Les aspects réglementaires, donc la charte du télétravail, j'en ai déjà parlé. La sécurité du salarié, vous savez qu'un salarié qui travaille chez lui, quand il travaille à distance, il est, d'après la loi française, s'il a un accident, c'est un accident du travail. Donc sa sécurité, c'est chez lui, mais ça doit être chez lui, c'est l'entreprise qui est responsable. Le droit à la déconnexion, quand est-ce qu'on arrête de solliciter les salariés? Donc fixer des règles pour les moments de connexion et les déconnexions, le moment on les interrompt, on les appelle. Et puis, penser aussi aux situations de crise, parce qu'un salarié qui est tout seul chez lui, ou en espace de coworking, c'est pas pareil, mais s'il est tout seul chez lui, il est seul, donc il peut se passer des choses. Et les problèmes de panne, de réseau, de maladie, etc. peuvent jouer, donc il faut y penser. Les messages à retenir sur le management à distance. Ça marche, mais il faut former vos managers. Et vous en gagnerez sur le management présentiel. Il y a de nombreux avantages. Il faut prendre des précautions pour éviter les écueils, particulièrement la communication. On va détailler plus tard. Surtout quand on parle international. Et il est encore plus critique d'avoir des managers performants, formés et encadrés. Le premier écueil à éviter, c'est loin des yeux, loin du cœur. Quand on fait du management à distance, les gens sont loin des yeux, mais ils ne sont pas loin du cœur. On sait très bien en tant que manager qu'on pense à toutes les équipes, même s'ils sont loin, et qu'ils ne sont pas loin du cœur. Et donc, on sait que cette phrase est fausse. Sauf que le salarié qui est à distance ne le sait pas et ne s'en rend pas compte. Donc, pour lui, la phrase est vraie. Et donc, que pour nous, elle soit fausse, on s'en fout, en fait, c'est pour lui, elle est vraie. Et donc, il faut le prendre en compte. Donc, pour le manager, il faut surcompenser. Et il faut choisir des managers leaders qui auront tendance à surcompenser cet aspect d'être loin, cet aspect de distance. Et le rôle du manager change de quelqu'un qui dit comment faire à quelqu'un qui est un leader et qui s'occupe de s'assurer que les gens sont bien et les gens sont opérationnels et travaillent bien. Pour l'équipe, il faut absolument qu'il y ait un sentiment d'appartenance et un sentiment d'appartenance horizontal. Donc, du trombinoscope, parler des hobbies, parce que la communication horizontale, c'est la circulation des idées. Et une idée, si j'émets une idée, il y a peu de chances que la première fois que je l'émets, elle soit géniale. Par contre, si je vous la soumets à chacun d'entre vous et que vous me répondez dessus, quand elle aura fait le tour de notre groupe, cette idée, elle va devenir costaud et il y a des chances qu'elle soit géniale. Donc, si on ne permet pas cette communication horizontale et si on ne favorise pas cette coopération horizontale, on a peu de chances d'avoir des idées, une génération d'idées géniales par les équipes. Et c'est dommage, parce que là, on se prive d'une grande qualité pour l'entreprise. Donc, j'appelle ça les discussions de machine à café. On peut faire des réunions de machine à café hebdomadaires, par exemple, ou jour quotidienne, en téléconférence, où le manager vient, ou le manager ne vient pas. C'est-à-dire, certaines fois, le manager peut ne pas être là et faire des discussions de machine à café, organiser la discussion de machine à café, et pour en sorte que les gens prennent leur café, font une pause. De toute façon, ils ont besoin de pause. Donc là, c'est une pause organisée. Et ça permet de faire du management et d'augmenter la circulation des idées horizontales. La circulation horizontale des idées, pardon. Après, quand vous recrutez, vous avez intérêt à choisir des salariés autonomes, ne pas les brider, et puis cultiver leur autonomie, c'est-à-dire les encourager à être autonomes. Parce qu'un salarié qui prend une initiative et que l'on sac,
après l'initiative, le coup d'après, il sera beaucoup moins autonome. Et donc, il ne faut pas brider les salariés qui sont autonomes quand on fait du télétravail. Enfin, il y a une petite formule que j'aime bien. QVT égale A fois SS divisé par C. Donc, c'est une formule d'ingénieur, bien sûr. Qualité de vie au travail égale autonomie fois soutien social divisé par charge. Quand vous avez un salarié, une équipe, et vous voulez mettre une charge très élevée, vous avez besoin de mettre une charge très élevée, il faut leur donner de l'autonomie et leur donner du soutien social. Le soutien social, ce n'est pas que le manager qui le fait, c'est le manager qui le fait, mais ce n'est pas que lui. C'est-à-dire, entre salariés, dans l'équipe, se produit du soutien social. Donc, si vous avez créé la coopération horizontale, vous avez créé du soutien social dans votre équipe. Et donc, vous pouvez mettre une charge élevée. Pour illustrer cette formule, si vous prenez un stagiaire, ça n'arrive jamais ça, mais vous prenez un stagiaire et vous dites, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, tu fais ce que tu veux, donc tu as autonomie maximum. Mais je ne veux pas te soutenir. Donc, soutien social égale 0. Mais, comme je sais que le numérateur n'est pas brillant, je ne te demande rien. Charge égale 0. Vous notez que votre salarié va être en malheur, en mal-être, en une qualité de vie au travail mauvaise. Parce qu'en fait, même si vous lui dites charge égale 0, pour lui, il veut faire quelque chose et donc charge ne sera pas 0. Donc vous serez sur une formule 0 sur quelque chose et qualité de vie au travail sera 0. Donc c'est une façon d'illustrer ma formule, mais on peut la tourner dans tous les sens. En tout cas, si vous avez des salariés que vous avez du mal à soutenir, augmentez le soutien social et vous pourrez leur obtenir des charges plus élevées. Donc il faut que les managers recrutés, la position du manager à distance, c'est donner de l'autonomie et donner du soutien social. Et vous allez pouvoir obtenir des résultats élevés avec des charges élevées. La communication. Il y a un monsieur qui s'appelle Albert Merabian, qui est quelqu'un qui faisait des recherches sur la communication, qui dit que le sens des mots compte pour 7% dans la communication, le ton de la voix pour 38% et l'impression visuelle pour 55%. Alors, je ne vais pas me battre avec lui, moi je ne suis pas compétent pour dire que c'est juste ou pas juste, même si c'est largement faux, ce qui n'est pas certain, on comprend que la communication qu'on fait à distance, il manque beaucoup de choses, il manque selon les moyens qu'on utilise. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on fait des SMS ou des mails, on n'a que le sens des mots. Le ton de la voix et l'impression visuelle ne sont pas là. Que fait le destinataire avec ces choses-là? Eh bien, il les imagine. Et donc, vous n'êtes pas maître de ce que reçoit votre interlocuteur. Il y a un exemple que je donne souvent, qui date un petit peu, mais que j'adore quand même. Quand elle était jeune, ma fille s'est embrouillée avec sa meilleure amie. Arrive l'anniversaire de l'amie, et on dit à ma fille, peut-être que tu pourrais lui envoyer un bon anniversaire. Elle prend son téléphone, fait un SMS, bon anniversaire. Elle revient 5 minutes plus tard en disant, tu te rends compte? Elle m'a dit, merci et à bientôt. Elle m'a dit, ah, mais comment tu sais que c'est pas merci et à bientôt? Bon, en fait, elle avait raison. Mais elle avait imaginé le ton, et c'est pareil pour tous les mails. Regardez le nombre de mails où il y a des choses qui partent en quenouille parce que quelqu'un vous lit un mail avec un ton agressif, alors que vous n'avez pas mis forcément un ton agressif dedans. Donc, quand vous faites de la communication à distance, il faut choisir le bon outil pour arriver à ce qu'il n'y ait pas d'incertitude sur le message que vous passez. Parce que votre interlocuteur imagine, donc si vous avez un mail, votre interlocuteur imagine 93% du message. Ce qui est colossal, ce qui veut dire qu'il peut complètement détourner votre message parce qu'il imagine 93%. Il a sa propre initiative, c'est lui qui choisit. Donc, utilisez bons outils. Messagerie instantanée, vidéo, téléphone, mail. Donc, dans le téléphone, par exemple, on a le sens des mots, le ton de la voix. Mais dans le mail, on n'a que le sens des mots. Dans la vidéo, on a les trois.
Donc, faites attention de choisir les outils qui vont donner le résultat de façon le plus sûre possible. Donc, les outils ne dispensent jamais du contact physique. Les équipes ont besoin de se retrouver à l'occasion. Donc, si c'est des équipes qui sont loin, internationales, etc., ben, là, c'est plus compliqué. Il faut le faire une fois de temps en temps, peut-être une fois par an. Mais de toute façon, on a besoin à un moment de se toucher. Donc, actuellement, ce n'est pas top avec les gestes barrières, mais de toute façon, on a besoin, dans la définition du télétravail, de définir à quel moment on aura des contacts physiques. Ça sera une réunion, ça sera une grand-messe, une grande réunion, ou ou alors ça sera une réunion hebdomadaire, mais on aura absolument besoin de ces choses-là. Donc, comme je vous disais, il faut faire attention, parce qu'on n'a que le sens des mots, le ton de la voix, l'impression visuelle, on ne l'a pas. Le recadrage à distance, c'est quelque chose de très délicat. Donc, une chose qui est super importante, c'est pas de recadrage par mail. Parce que dans un recadrage par mail, votre interlocuteur, il peut penser que vous voulez le tuer. Juste en mettant des mots, un ton de voix super agressif sur les mots que vous avez mis qui étaient a priori peut-être pas agressifs, mais je vous garantis que votre interlocuteur, il peut avoir l'impression de mourir s'il est mal allumé. Donc, les recadrages, faites-les absolument avec au moins le ton de la voix. Donc, par téléphone, mais au moins le ton de la voix. Après, c'est mieux en visuel, ou c'est mieux en présentiel, mais surtout, pas de recadrage par mail. Et puis après, pour arriver à faire fonctionner cela, vous avez besoin de chercher un manager empathique. Donc, des fois, vous avez des managers qui ne sont pas empathiques, ou vous n'êtes pas empathique, ça peut arriver. Mais à ce moment-là, vous fixez un processus de communication et vous le suivez. Et vous vérifiez que le manager le suit. Et c'est là, comme ça, que vous pourrez avoir un management à distance de qualité. Donc, un processus, ça veut dire on s'appelle tous les jours à telle heure et on prend un peu de temps pour regarder comment ça va, etc. Et il est d'autant plus important de demander aux personnes comment ça va que vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Une personne, le matin, vous la rencontrez, lui la croisez, vous lui dites bonjour, ça va, il vous répond vous savez que vous avez quelque chose à faire, vous savez qu'il y a un problème, donc vous savez que vous aurez un problème à traiter. Une personne, par téléphone, vous l'appelez, il vous dit ça va, vous lui répondez ça va. Si vous ne prenez pas la peine d'en savoir un peu plus, donc de vous mettre un processus où vous lui demandez systématiquement un peu plus, vous risquez de passer à côté de choses graves qui vont vous péter la figure un peu plus tard. Donc, le dilemme de savoir si le salarié travaille réellement, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en changeant de vision. Prenez l'option de la confiance et de la capacité du salarié du manager à faire son métier de manager. Savoir expliquer les attentes, les obligations, obtenir l'adhésion de l'équipe, obtenir l'engagement de chacun. Et ça, l'engagement, c'est la clé. La clé d'abandonner le contrôle du travail pour passer à vérifier l'engagement et obtenir l'engagement. Et vérifier que tout ça est acquis. Et donc là, le manager devient un leader et un communicant beaucoup plus qu'un contrôleur. Je vous ai parlé d'IN résultat moyen, obligation de résultat, obligation de moyen. Donc, on est en plein dedans. À l'international, c'est encore plus difficile. Quand on a du management à distance avec des équipes internationales, il y a forcément la différence culturelle, le décalage horaire, le style et les rythmes de travail et la communication. Le sens des mots peut être différent. Si vous avez travaillé avec des équipes dans certains pays d'Asie, vous savez que quand ils vous disent oui, ça ne veut pas dire oui. Quand vous posez une question, dire tu vas me faire ça demain, le fait qu'ils vous disent oui, ça veut dire j'ai entendu, ça ne veut pas dire je vais le faire. Et donc, vous pouvez avoir une surprise que le lendemain, rien n'est fait. Et donc, il faut reboucler différemment pour être sûr que, parce que le sens des mots est différent, et si vous utilisez vos mots à vous pour obtenir votre résultat, vous pouvez avoir le résultat inverse. Et ça, c'est le résultat du fait que vous avez mal géré le sens des mots. Et aligner les attentes et les capacités. C'est-à-dire que envoyer dans un back-office tout ce qu'on ne sait pas faire n'importe comment, alors qu'on ne sait pas s'ils ont la capacité de faire, c'est la porte ouverte à recevoir des choses qui sont catastrophiques
et après dire c'est la faute du back-office. C'est peut-être la faute du back-office, mais aussi c'est en grande proportion la faute du front-office qui a fait n'importe quoi. La notion d'aligner les ajustements des attentes, c'est une notion qui est super performante en télémanagement. Quand vous fixez un objectif à une personne et qu'il n'arrive pas à l'atteindre, quand vous allez le voir qu'il est à mi-objectif et que vous lui demandez ça va, vous sentez qu'il est un peu gêné. Donc, vous sentez qu'il y a un problème. En télémanagement, vous ne le voyez pas forcément en management de distance. Et donc, il est important de fixer des objectifs réalistes. Si vous fixez des objectifs irréalistes, le salarié va le rater et l'engagement va en souffrir. Donc, vous aurez des salariés qui penseront que vos objectifs sont n'importe quoi, ils ne se sentiront plus engagés sur ces objectifs. Et l'absence de signaux faibles est critique. Et donc, comme vous n'avez pas de signaux faibles sur le management à distance, eh bien, il faut absolument fixer des bons objectifs atteignables et avoir un suivi sur ces objectifs. Et vous avez absolument besoin de la confiance. Donc, ajustez vos exigences à ce qui est réaliste parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la confiance est la clé de la réussite. Ne cherchez pas à contrôler le temps, vous n'y arriverez pas, même s'il y a des applications qui le font. À mon avis, elles le font mal. Et si on arrive à gruger des gens en présentiel, on arrive aussi à gruger des applications. Faites confiance et cultivez cette approche. Témoigner de la reconnaissance, c'est une des clés de la confiance. Soyez exemplaires. Ça fait partie du management à distance. Ça nécessite d'être beaucoup plus clair qu'en présentiel parce que c'est plus facile d'avoir des signaux faibles quand on n'est pas clair et de corriger. À distance, on a beaucoup moins de signaux clairs, donc il est important d'être très très clair parce qu'on a beaucoup moins de signaux faibles. Travailler les approches coopératives, ça c'est vraiment le b.a.-ba de la formation en télémanagement. Les approches coopératives entre salariés et l'engagement des salariés. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba de la formation. Typiquement, un petit chef, ce qu'on appelle un petit chef, avec une approche de micromanagement, il n'a aucune chance d'aboutir à un résultat en management à distance. Le style de management. Pour la crise, on avait besoin d'être directif. Et ça, je vous l'ai dit, pendant la crise sanitaire, tout le monde attendait à ce que le manager il soit directif parce qu'il tenait la barre et il faisait traverser le bateau, on traversait la crise. Donc, on était directif. Maintenant, on sort de la crise, donc on a besoin d'être un peu moins directif. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire des enquêtes pour savoir comment vos salariés voient les choses, comment ils ont vu le télétravail, comment ils imaginent de prendre les choses différemment, qu'est-ce qu'ils pourraient faire différemment ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et vous verrez que en prenant un style moins directif, vous obtiendrez des informations. Favorisez un style de management empathique. Soyez attentif aux états d'âme et aux problématiques personnelles parce que c'est là que vous aurez les signaux faibles. Et si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les signaux faibles. Si vous êtes très projectif et très directif, fixez-vous un processus de communication et suivez-le. En perdant du temps, vous en gagnerez parce que vous aurez des salariés des équipes qui seront engagées et qui vont réagir à vos directives, alors que si vous allez trop vite, ils ne feront rien et vous ne verrez même pas qu'ils font rien parce qu'ils sont loin. Manager par objectif, donnez les moyens, suivez, donnez des perspectives, du sens. On sort d'une crise, on a absolument besoin de donner des perspectives et de donner du sens. Parce que les salariés sont inquiets et donc il y a besoin absolument de faire des choses comme ça. La relation, c'est un sujet super important. Donc forcément, sur une approche gagnant-gagnant, témoigner de la reconnaissance, remercier, conserver les moments de réunion physique, pas de recadrage par mail, faites accompagner les nouveaux en télétravail. Donc vous pouvez décider qu'un nouveau salarié qui arrive, il fait une période d'intégration et qu'il va se faire parrainer par quelqu'un en télétravail ou alors qu'il n'a pas le droit de télétravailler. Mais vous mettez dans la charte et comme ça, c'est clair, c'est partagé avec les partenaires sociaux et c'est public, donc c'est juste et vous savez l'expliquer et vous n'avez pas d'ambiguïté. Donc la clé du management à distance, c'est d'obtenir et de maintenir l'adhésion des salariés et d'établir un mode de coopération générative entre les membres de l'équipe.
Si je devais résumer en une phrase, ça serait absolument celle-là. Et bizarrement, cette phrase, c'est comme pour le management direct. Donc, c'est ce que je vous disais. Quand vous faites une formation sur le management à distance, vous allez obtenir une amélioration du management direct. Donc, c'est un double effet qui se coule. On va aborder le dernier paragraphe. Ce que l'on met en place. Moi, je vous conseille de célébrer la sortie de la crise sanitaire, même si on n'est pas sorti de la crise économique, ça vaut la peine de célébrer ça et les efforts de chacun et les performances atteintes. Définir les postes télétravaillables, donc vous pouvez le faire avec une enquête. Combien de temps, quelle proportion du temps ils sont télétravaillables. Expliquer les décisions pour éviter le sentiment d'injustice. Donc la charte qui définit les conditions de télétravail, l'espace de travail et le débit internet du salarié. Et si au domicile ça ne marche pas, vous trouvez un coworking à côté de chez lui et vous allez voir que ça va bien se passer. Revoir les outils coopératifs, les fichiers partagés. Là, on a improvisé tout. Les outils ne sont pas forcément adaptés. Il faut revoir tous ces outils-là, y compris la sécurité informatique. Et après, pensez que vous avez besoin de faire un plan de continuité d'activité. J'espère qu'il n'y aura pas de Covid-20, mais si par hasard ça se produisait, ou de reconfinement, si par hasard ça se produisait, on a tous les éléments maintenant pour faire un plan de continuité d'activité, donc ça serait dommage de ne pas le faire. Et si on ne le fait pas et que ça nous pète à la figure, ben c'est bien fait pour nous. Plan de mobilité, c'est aussi obligatoire. C'est une solution pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, utiliser le télétravail dans le plan de mobilité des salariés, c'est une solution pour réduire leur temps perdu. Leur marque employeur pour recruter, c'est aussi important de se dire que vous autorisez le télétravail dans telle et telle condition parce que vos salariés, les nouveaux, les jeunes vont le demander, surtout ceux qui sont à fond sur la technologie. Et petit commentaire, quand vous avez fait tout ça, et que tout ça est bien, pensez au mode dégradé. Parce que en télétravail, il peut y avoir d'autres crises qui sont liées au télétravail. Supposons que le réseau téléphonique tombe, qu'est-ce qui se passe? Supposons que l'Internet, le salarié casse son PC, qu'est-ce qui se passe? Supposons donc essayez de penser à un certain nombre de dégradés, ça peut vous rendre service. Donc, après, le point qui est le plus important, c'est former les managers au management à distance. Management moins directif, choisissez les managers, mettez un processus empathique, management par objectif moyen. L'exemplarité, très important, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais si les salariés voient que c'est n'importe quoi à distance, vous n'arriverez jamais à obtenir un engagement correct. Les réunions physiques, quand est-ce qu'on les fait? La régularité, les rites. Donc, on se contacte tous les matins ou tous les soirs, ou je ne sais pas, mais les temps forts, donc la réunion annuelle, la réunion mensuelle, la réunion hebdomadaire, le point hebdomadaire. Et tenez-les. Les délégations d'autorité, parce qu'un salarié, on a vu, il faut que le salarié il ait son autonomie. Plus il aura d'autonomie, plus il sera performant à distance, plus vous pourrez obtenir de choses à distance. Donc évidemment, un salarié qui débute, vous ne pouvez pas lui donner de l'autonomie, et au contraire, il sera rassuré s'il n'a pas d'autonomie, mais s'il a du soutien et si on lui dit quoi faire avec un mode directif. Mais dès qu'il va passer en télétravail, vous aurez besoin de lui dire, là tu peux y aller, là tu ne peux pas y aller, et définir ces conditions d'autorité et d'autonomie. Donc, je vous dis, la clé du management à distance, c'est maintenir l'adhésion du salarié et d'établir un mode de coopération générative entre membres d'une équipe, comme le management direct. Et voilà le message que je voulais vous passer.